Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur ce nouveau numéro de votre émission Parcours de femmes. Elles soignent, elles s'engagent, elles inspirent. Dans Parcours de femmes, nous donnons également la parole à celles qui, par leur courage, leur travail, leur vision, transforment la société. Notre invitée aujourd'hui incarne une génération de femmes africaines déterminées à faire de la médecine un outil de service, de leadership et de changement social. Médecin, chirurgienne engagée pour la jeunesse et l'autonomisation des femmes, elle a construit son parcours entre rigueur scientifique, engagement communautaire et responsabilité citoyenne. Dr Mariam Abdoulaye Ahmed Seyid est notre invitée. À travers son histoire, ses choix et ses combats, découvrons ensemble un parcours de femme qui inspire, qui éclaire. Parcours de femme, c'est tout de suite à maintenant. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, comme je l'avais annoncé, nous recevons aujourd'hui comme invité Mariam Abdoulaye Ahmed Seyid, elle est médecin. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors pour nos téléspectateurs, pourriez-vous vous présenter qui est Mariam, docteur Mariam Abdoulaye Ahmed Seyid? Ok, merci beaucoup. Je profite par cette occasion de vous remercier d'avoir m'invité sur cette plateforme. Pour pouvoir partager mes expériences. Merci vraiment d'avoir pensé à faire cela. Et je profite aussi sur ces mois sacrés de dire à tout le monde Ramadan Mubarak. Je suis Mariam Abdoulaye Ahmed Seyid, médecin généraliste au sein de CHU de l'amitié Tchad-Chine, au service de la chirurgie urologie. Je suis mariée, je suis polyglotte. Je parle 6 langues, à savoir le français, l'arabe, l'espagnol, le portugais, un peu d'allemand, l'anglais aussi. J'ai commencé mes études primaires ici en N'Djamena, à l'école Chouhada, puis je les ai terminées à l'école d'Espoir d'Abéché. Ensuite, je fais mes secondaires. La classe de la 6e, je fais au lycée franco-arabe d'Abéché. Et les suites de mes études secondaires, je fais au lycée féminin Ibn Kinana d'Abéché, d'où j'ai obtenu mon baccalauréat série D en 2012. En 2013, déjà, j'ai obtenu une bourse gouvernementale pour la médecine à Cuba. Donc, j'ai allé à Cuba pour faire mes études de la médecine. Une fois là-bas, j'ai été vice-présidente des étudiants tchadiens à Cuba en 2016-17. Actuellement, je suis la représentante des Young Men of Africa Tchad, aussi la secrétaire exécutive régionale de l'Afrique centrale, des Young Men of Africa de l'Afrique centrale. Aussi, je suis la représentante de Alice in Youth Development in Tchad. Aussi, membre actif de l'ONG Future Team Tchad. Okay. Merci beaucoup. Ouh. Parmi tout ce que vous avez dit, c'est le mot polyglotte. Vous parlez 6 langues. Oui, c'est vraiment incroyable. Bravo à vous. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, pourquoi vous avez choisi d'étudier la médecine? Ok. Ce qui m'a motivée d'étudier la médecine, tout d'abord, c'est le désir de servir et de sauver des vies. Pour moi, la médecine n'est pas seulement une profession, mais une vocation, un engagement au quotidien du service de l'humanité. Être médecin me permet d'abord d'accompagner les patients dans leurs moments les plus difficiles, d'être toujours à leur écoute. Et cela me rappelle déjà quand j'avais 12-13 ans, j'avais un panari au pouce droite. Okay. Donc vraiment, j'ai souffert. Donc vraiment, je n'ai pas allé à l'école. Et il y avait mon papa qui Allah yarhama, il m'a amené à l'hôpital régional d'Abéché. Donc, je fallait attendre 3 heures ou 4 heures de temps avant qu'on me prenne en charge. Parce qu'il y a un manque de personnel. Il y avait
je me rappelais avec 3 ou 4 corps soignants. Je ne sais pas si ce sont des médecins, des infirmiers et tout. Entre-temps, je n'ai pas beaucoup exploré ça. Et il y avait tant de patients sur Terre, d'autres vomissaient, d'autres sont en urgence extrême que le mien, que la mienne. Et je me retournais en posant la question à mon papa et pourquoi il y avait seulement 2 ou 3 personnes et nous sommes beaucoup malades ici, ils ne peuvent pas venir nous en aide et tout. Et je lui ai dit pourquoi si je deviendrais grande, pourquoi pas étudier leur carrière et venir leur aider comme ça, peut-être qu'ils pourront un peu diminuer l'autre là. Les patients qui sont en attente. Donc, comme ça, et puis il m'avait dit, oui, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, mon papa était une personne qui m'encourageait sur mes études. Oui. Et il me disait, oui, c'est très bien ça, cette idée et tout. Parce que j'avais aussi une autre vocation. Quand j'étais petite, je voulais être pilote d'avion. C'est le rêve de toutes oui, je les rêve filles. grand. Non, moi, j'ai toujours rêvé grand. Donc, je voulais être pilote d'avion, je disais. Et quand j'ai retourné à la maison, après qu'on m'a pris en charge et tout, j'étais retournée à la maison. Et toujours, je dépensais à ça, à donc, la carrière médicale et tout. Oui, ça m'a affectée. Et un jour, je me disais, et pourquoi choisir à aider les gens entre le ciel et la terre? Je vais choisir, quand je dis, mais je suis sur terre, je vais choisir la terre. Et j'ai décidé d'aimer vraiment, j'ai vraiment aimé la carrière médicale. C'est depuis lors que j'ai commencé à aimer et tout. Et après, alhamdulillah, maintenant je suis médecin. Et avec 5 ans d'expérience, je pense que j'ai fini en 2019. Waouh, c'est super. Vous l'avez tout à l'heure souligné que vous avez obtenu une bourse gouvernementale, d'où votre formation à Cuba. Alors, en quoi cette expérience vous ont-elles marqué, votre formation là-bas? Ok, d'abord, avant d'entamer cette question, je voulais dire que le choix d'être médecin, d'étudier à Cuba est un choix positif, est un choix que je ne regretterai plus jamais dans ma vie, est un choix qui a fait de moi la femme qui suis aujourd'hui. C'est un choix qui a dessiné mon chemin de la réussite. Donc, c'est un choix d'où m'a apporté tant des expériences marquantes, tant sur le plan professionnel que personnel. Parce que le système médical cubain met l'accent d'abord particulier sur la médecine communautaire, la prévention et l'humanisme, la solidarité aussi. Okay. Et c'est cette vision de la médecine à Cuba a renforcé ma vision de la médecine que j'applique ici. Et aussi le fait de vivre dans un environnement multiculturel, disons, une fois là-bas à Cuba, je profitais de perfectionner premièrement d'abord mon anglais, la langue anglaise, avec les étrangers venus de différents pays qui parlent l'anglais. Aussi, j'ai appris à parler le portugais avec mes amis angolais. Quand on vivait dans le même appartement et tout, toujours on m'appelle Maria. Et j'ai habitué à parler. Aussi, la langue espagnole, comme étant là-bas, c'est leur langue officielle. Donc, c'est la langue officielle. Donc, j'ai appris l'espagnol là-bas. J'ai fait mes études même en espagnol, d'ailleurs. J'ai aussi appris l'allemand. Je fais niveau 1, niveau 2. Je me suis inscrite, je suis partie pour m'inscrire. Donc, si j'ai le temps libre, je parte, je profite. Ouais. D'accord. Donc, c'est l'expérience où vous avez le plus marqué, c'est d'apprendre les différentes langues. Oui, exactement. Et je dirais aussi que le Cuba m'a transmis des valeurs essentielles telles que la solidarité, le sens du devoir, aussi la rigueur que actuellement j'applique dans ma pratique médicale et aussi dans mon engagement en faveur des femmes et des jeunes en Afrique. D'accord. Alors, quels sont les moments clés de votre parcours qui ont forgé la professionnelle que vous êtes aujourd'hui?
Ok, merci pour cette question. Je dirais, tout a commencé d'abord quand j'étais vice-présidente des étudiants tchadiens à Cuba. Ces postes-là m'ont permis d'avoir une vision globale. D'abord, une vision globale sur la gestion des problèmes des étudiants et d'autres problèmes aussi, l'apport des solutions à ces problèmes-là. Donc, je disais, c'est d'ici que mon engagement même a commencé. Et aussi, à mon retour au pays, déjà, je travaillais j'ai exercé ma médecine dans des conditions parfois très difficiles. Par exemple, quand j'étais venue, on m'a affectée à Mani, d'où, premièrement, l'État n'a pas de logement pour les personnels de santé. Et je ne connais personne là-bas et j'ai vraiment souffert pour m'habituer. Et cela a renforcé la professionnelle que je suis aussi aujourd'hui. Donc, aussi, on peut dire aussi qu'il y a des infrastructures. Parlons de l'infrastructure, les routes qui sont vraiment petites et les gens roulent à grande vitesse. Et vraiment, quand je partais, je n'étais pas habituée à voyager. À voyager, j'ai voyagé, j'ai été à Cuba pendant des années, mais c'est un lieu vraiment sécurisé et tout. Le Cuba, c'est un pays sécurisé. C'est pas comme ce que les gens pensent. Non, c'est un pays sécurisé et les femmes sont vraiment respectées. Et d'ailleurs, si tu es une femme, tu es vraiment protégée là-bas. Donc, là-bas, une fois on m'a affectée à Mali, j'étais vraiment un peu rester avec des difficultés de peur et tout, mais ça a passé. Et tous ces parcours, ces difficultés rencontrées pendant mes parcours là, ont vraiment marqué la femme que je suis aujourd'hui. Parlons maintenant de votre casquette de spécialiste en chirurgie générale et urologie. Comment c'est construit? Ok, pour cette question, je dirais que je répéterai encore, je suis médecin généraliste, je ne suis pas spécialiste, mais je suis médecin généraliste et quand j'étais à Mani, il y avait aussi le manque de blocs opératoires, d'où j'ai décidé de venir ici à N'Djamena, à un grand CHU, de pouvoir exercer ma vocation, de pouvoir exercer, renforcer ma formation, je veux dire, et renforcer ma formation de la médecine qui est posée sur la chirurgie. Qui est la chirurgie, c'est ça j'ai commencé et jusqu'à là je suis en chirurgie et comme c'est un service qui n'est pas divisé à l'urologie, aussi je profite aussi d'avoir des expériences en urologie. Donc vous n'êtes pas spécialisée? Non, je ne suis pas spécialiste. Je veux dire que je suis médecin généraliste, mais j'ai des expériences en chirurgie viscérale et urologie. Ok, d'accord. Alors, qu'avez-vous retenu de vos années de pratique entre intervention chirurgicale et la prise en charge de vos patients? Tout d'abord, la prise en charge m'a appris l'importance de l'écoute, de l'empathie, de la communication, que j'ai compris que les soignants ne se limitent pas seulement à traiter une maladie ou une pathologie quelconque, mais sinon aussi à accompagner les patients, d'avoir une vision globale pour accompagner ces patients, surtout dans le contexte social, humain, psychologique. Et c'est très important quand un patient vient pour une consultation, il faut se communiquer avec ce patient, l'expliquer, faire le counseling, les préparer psychologiquement pour l'intervention. Et tout acte, tout geste doit être avec le consentement du patient. Donc,
Les interventions chirurgicales m'ont appris la rigueur, le sens du devoir, la prise de décision sous pression, mais que cette décision est précise et rapide. Selon vous, quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs du système de santé au Tchad et en Afrique? Pour répondre à cette question, d'abord, le Tchad est un pays sous-développé et en général, l'Afrique, en général, il y a des pays qui sont en voie de développement et il y a des pays qui sont sous-développés aussi. Les pays surtout sous-développés, on a les mêmes systèmes d'éducation sanitaire. Et les pays qui sont en voie de développement et sont un peu plus avancés que nous, prenons les cas des pays qui nous rassemblent, en fait, qui nous ressemblent. Le système sanitaire tchadien est basé sur des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. OK. Ouais. Donc, le niveau 1, c'est le centre de santé. Le niveau 2, les hôpitaux des districts. Et le niveau 3, le CHU. Mais je dirais, sur ces niveaux, la structuration est un peu mélangée, disons, et un peu mélangée parce que moi-même, en tant que médecin, je ne comprends pas trop. Mais je voulais parler du système cubain, comme j'étais là-bas à Cuba, pour pouvoir, quand on part dans un pays, on voit, on copie, non? Oui, c'est ça. J'en profite de parler aussi sur le système cubain. Le système médical cubain, ils ont aussi des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à niveau 4. Le niveau 1, c'est la prévention et les centres de santé. C'est-à-dire, le centre de santé est composé d'un médecin et d'un ou deux infirmiers et les étudiants des infirmeries et de la médecine qui apprennent la carrière de la santé. Donc, ces systèmes-là, par exemple, chaque quartier a son centre de santé et que la population de ces quartiers est gérée par le médecin de la famille. Il a un registre, il connaît combien de personnes vivent dans ces quartiers, premièrement. Deuxièmement, il connaît les sujets âgés qui sont malades, qui ont des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme, toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, il a leur liste. Aussi, il fait le suivi de ces malades. Maintenant, si une personne dans les quartiers là est malade, il vient voir son médecin de la famille. C'est-à-dire, il part premièrement au centre de la santé. Maintenant, les centres de santé aussi, il a le fiche là enregistré, il enregistre dans le fiche là les femmes enceintes, les nouveau-nés, tout est contrôlé, tout est là déjà. Ils viennent, quand une personne est malade, il vient, il expose, il dit, il parle de ses plaintes. Maintenant, c'est à ces médecins de la famille de l'orienter vers le niveau 2, qui est l'hôpital des districts. L'hôpital des districts, on trouve qu'il y a des médecins généralistes, des infirmiers. Aussi, ils ont le labo, ils ont l'imagerie, ils ont le peu de matériel qui peuvent gérer un patient, par exemple. Il vient, si par exemple le patient est orienté vers le niveau D et que le niveau D arrive à le gérer, il rentre au niveau 1 pour se faire suivre par son médecin de la famille. Mais maintenant, s'il n'arrive pas à gérer, le médecin le réfère au CHI. Et au CHI, on n'a que des spécialistes, les DS, c'est-à-dire les médecins généralistes qui sont en formation de spécialisation. On a aussi les internes, c'est-à-dire les étudiants en médecine et en médecine. On a aussi les étudiants en infirmerie.
Tout ça, on a dans le niveau 3. Maintenant, par exemple, le niveau 3, quand il arrive à réussir à bien prendre charge à ses patients, il le renvoie vers le niveau 1. Il va être suivi. Au cas où les patients subissent une intervention chirurgicale, par exemple, il faut amputer un membre inférieur ou supérieur. Maintenant, après l'amputation, après sa libération, on l'envoie au niveau 4. Au niveau 4, c'est la réhabilitation. Ici, ça ne concerne que les patients qui ont des incapacités physiques et mentales. Ils vont être suivis là-bas et en même temps là-bas et en même temps de niveau 1 parce que leurs médecins des familles, toujours, il est en contact avec ces nouveaux-là. Donc, essayons de copier ça pour bien s'organiser et se structurer pour l'avenir, pour la bonne prise en charge des patients. Et les autres enjeux, comme j'ai déjà cité, l'infrastructure, les manques de personnel de santé, les manques de personnel qualifié, j'allais dire, et les manques de matériel, notamment le médicament et tout ça. Aussi, on a les manques les retards de consultation, surtout liés à des problèmes sociaux et économiques. Oui, on a aussi les manques des plateaux sur des situations d'urgence. Par exemple, on a des manques des plateaux techniques. Parfois, on nous réfère des patients qu'on n'a pas par simple réanimation. On doit les référer. Et en référant ces patients, on risque de perdre ces patients aussi. Il faut revoir ces cas-là aussi. C'est des difficultés que le Tchad et l'Afrique, presque les pays qui sont sous-développés, ils ont aussi ces difficultés-là. Est-ce que vous rencontrez des difficultés au sein de votre équipe pluridisciplinaire? Pluridisciplinaire. Je dirais que travailler dans un milieu dont il y a beaucoup de gens, moi, je privilégie surtout le respect mutuel, la communication et la coordination du travail. Ouais. L'équipe, votre équipe, ouais. Pour moi, chaque équipe, par exemple, les spécialistes, les médecins généralistes, les infirmiers, les sages-femmes, le ATS, les brancardiers, les APS, chacun d'entre eux a un rôle essentiel à jouer et je veille à respecter et à valoriser ces rôles-là. Donc, moi, je m'adapte aux réalités du terrain tout en favorisant la prise de décision collective. Et je dirais que travailler dans un environnement multidisciplinaire, il faut l'esprit de l'équipe, la confiance, la discipline, et puis le sens du devoir, parce que ces éléments-là sont vraiment importants pour la bonne prise en charge, la prise en charge durable, sécurisée et très bonne pour les patients. D'accord. Parlons un peu de vos engagements communautaires que vous êtes la représentante du Tchad et secrétaire générale de Young Women of Africa. Je ne vais pas écorcher parce que l'anglais, ce n'est pas moi. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous menez dans cette lutte-là? Ok, merci beaucoup pour la question. Avant d'entamer la question, j'aimerais profiter d'introduire l'organisation comme telle. Pas de souci. Ouais. Young Women of Africa, qui veut dire Jeunes Femmes d'Afrique, c'est une organisation panafricaine qui regroupe tous les pays du continent africain et qui a pour objectif vision et mission. La vision est de voir l'Afrique où la femme est valorisée, autonomisée, reconnue comme leader et comme une femme qui va transformer la société, en transformant la société. Et pour mission d'unir, d'autonomiser et de mobiliser les femmes à travers l'Afrique
afin de générer un changement positif, promouvoir l'égalité des sexes, les droits humains, de contribuer dans le développement du continent et amplifier les voix pour y arriver. D'accord. Et je dirais, en tant que représentante des Young Women of Africa Tchad, j'utilise la communication pour transmettre des informations à travers les sensibilisations que je mène dans mon organisation à des femmes et des filles, des jeunes filles, pour que cette génération puisse comprendre qu'elles ont une prise de décision et qu'elles sont importantes pour un développement durable du pays. Et en tant que secrétaire exécutif régional des Young Women of Africa de l'Afrique centrale, je mène des actions sur la coordination et la structuration organisationnelle, tout en appuyant la structuration de bureaux régionaux et nationaux, et aussi améliorer la communication entre le pays, les différents pays de l'Afrique centrale, et aussi faire le suivi des plans d'action de chaque année. D'accord. Je vois que vous êtes aussi, vous jouez aussi un rôle, vous jouez un rôle dans l'Alice in Youth Development. Youth Development, ok. Ouais. Alors, qui représente pour vous votre rôle au sein d'Alice in Youth Development? Ok. D'abord, Alice in Youth Development, c'est une organisation, c'est une ONG américaine qui mène, dont la mission se concentre sur le mentorat, l'éducation et l'accompagnement des enfants vulnérables et orphelins. Mon rôle ici est d'assurer l'accès aux soins de ces enfants, l'accès aux soins, à l'éducation et à la protection de ces enfants. Ah, ok, d'accord, d'accord. Alors, pour tout cela, quelles sont les valeurs qui vous guident? Quelles sont les valeurs qui guident vos choix professionnels et associatifs, vu que vous êtes dans Young Women of Africa, vous êtes dans Alice in Youth Development, tout cela, que représentent ces choix pour vous? Ok. Les valeurs qui guident mes choix professionnels et associatifs, d'abord l'intégrité, la solidarité, l'engagement, le sens du devoir, la discipline et la persévérance. Ce sont des valeurs que j'utilise dans ma pratique médicale et engagement social, et qui a pour objectif de créer un impact positif, durable et collectif. D'accord. L'autonomisation des femmes et jeunes vous tient à cœur. Pourquoi cela? Ok. D'abord, merci pour cette question encore. D'abord, une femme est une mère, est une épouse, est une sœur, est une amie. Et éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous vivons dans une communauté dont la femme a été toujours négligée. La voix de la femme n'est pas écoutée. Et nous savons que l'homme, c'est d'abord notre père, notre époux, notre frère, notre ami. Ils étaient élevés sur une base d'éducation dont la solidarité et la protection d'autrui est la base de cette éducation. Nous savons que si, par exemple, dans la rue, une femme quelconque fait un problème, un homme qui ne te connaît pas, il vient à ton secours parce qu'il est déjà élevé sur cette base-là. Il sait qu'il faut protéger une femme. Et je dirais que cette protection est vraiment devenue une protection excessive dont ils se sentent comme si on est vraiment dépendant d'eux pour vivre. C'est pourquoi ils pensent que si une fille déjà
Elle est à l'âge de puberté. Il faut la donner en mariage précoce et mariage même d'ailleurs un mariage forcé. Un mariage forcé sans son avis parce qu'il sait déjà qu'il la protège. C'est à lui de décider pour son bien. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il faut toujours demander l'avis de la personne. Et aussi, je voulais évoquer aussi, si par exemple dans une famille, on veut inscrire les enfants à l'école, il y a une fille et un garçon, on dit au garçon, ah, on va l'inscrire à l'école française, mais elle doit aller à l'école arabe, madrasa. Les filles, elles vont partir à madrasa. Parce que même étudier longtemps, pourquoi étudier longtemps d'ailleurs si l'objectif est de se marier, s'occuper de son foyer et ça va. Mais non, je voulais leur dire qu'ils ne sont pas nos ennemis, ils sont plutôt nos protecteurs comme ils étaient toujours. Et juste qu'on veut une collaboration parce que, comme je disais au début, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Si une femme elle est éduquée, elle est vraiment les sources de développement, premièrement au niveau de la famille et après la société qui va s'en bénéficier d'elle, de ses expériences, de ses idées et tout. Et je profite de cela de remercier ma maman. J'ai grandi dans une famille dont mon papa, il a étudié, ma maman a étudié. Et comme elle a étudié, quand on part à l'école primaire, on revient à la maison, le soir, c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous a appris les grammaires, les calculs mentaux, tout, c'était elle. Et ça a développé sur le développement, premièrement personnel, et après pour la société. Et je dirais que c'est vraiment important de laisser les filles à leur choix d'étudier, mais sans oublier aussi, nous les filles, sans oublier nos valeurs culturelles, c'est important. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Donc, je dirais que tous ces fléaux, ces problèmes ont vraiment été au cœur et aussi de prouver que les femmes vraiment peuvent aller étudier à l'extérieur du pays et revenir, rester au pays, travailler, apporter quelque chose pour la communauté. Donc, l'inclusion de la femme dans le développement est très important et nous appelons à la population tchadienne de comprendre cela et de nous aider aussi à pouvoir par la sensibilisation qu'on mène dans notre organisation, à mener ensemble ces actions-là, pas celles, mener ensemble ces actions-là. Merci beaucoup. Vous avez souligné que vous êtes aussi une femme mariée. Alors, être une femme médecin, être aussi leader en Afrique aujourd'hui, est-ce que ce combat, comment, avec tous ces combats-là, comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie de famille? Ok, d'abord, je suis mariée, mais je ne suis pas encore dans mon foyer. Et j'ai toujours l'idée de concilier mon engagement social et ma pratique médicale comme complémentaire plutôt que séparée. Parce que déjà, ma pratique médicale me permet d'identifier les besoins, les réalités d'abord et les besoins réels de la population, tandis que mon engagement social me permet d'agir en amont à travers les sensibilisations, la prévention et les plaidoyers. Oui, et tout cette union de l'engagement et de la pratique médicale là, me permet d'avoir une vision globale pour soigner le patient d'une manière vraiment humaine, ouais, humain et aussi l'organisation d'une bonne l'organisation des temps, le travail d'équipe
et aussi des priorités claires me permettent de maintenir cet équilibre-là, je dirais. C'est pas facile. On espère bien. Bon, en tout cas, entrer dans le foyer, là, vous allez nous dire comment vous arrivez à concilier. Comme je dis, on tend presque vers la fin de notre émission. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes filles qui rêvent des carrières, médecine et être aussi un leader en Afrique? Ok, je dirais d'abord les femmes. Nous sommes la richesse indispensable pour le développement durable d'un pays. Et que, je répète ici aussi, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. D'abord, je les invite à rêver grand, d'étudier avec détermination, de se cultiver, d'ailler l'esprit de travail d'équipe, sans distinction de race, de sexe, etc. Aussi de se cultiver dans le milieu associatif et organisationnel, car seules les connaissances qui libèrent l'homme de la peur, de l'ignorance et de la dépendance. Je profite par cela de leur dire aussi, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale, parce que l'équilibre personnel est la base de toute réussite durable. Et si nous devons résumer votre parcours en un message à la jeunesse africaine, quel serait-il? Ok, je dirais dans ce message que chaque rêve, chaque effort compte, chaque rêve est légitime et chaque Africaine et Africain a droit à contribuer dans la construction de l'avenir. Je dirais que l'Afrique a besoin de nous, de notre intelligence, de notre solidarité, de notre courage. Continuons à croire en l'éducation, à leadership de femmes et de jeunes, à la paix, à l'innovation. Restons unis, fiers de nos identités, ouverts au monde, sans oublier nos valeurs. C'est très important. Et je dirais aussi que l'Afrique a une voix très forte et nous devons ensemble la faire entendre en Asie, en Amérique, en Europe et même en Afrique, cette voix-là, ensemble. Inch'Allah. Et je profite à cela, comme le 8 mars et après-demain, de dire bonne fête à toutes les femmes de l'Afrique et plus particulièrement la femme tchadienne. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, vous venez là d'écouter Mariam Abdoulaye qui nous rappelle que la réussite n'est pas seulement une affaire de titres ou de diplômes, mais surtout de sens, d'engagement et de transmission. À travers la médecine, l'action associative et le leadership féminin, elle porte un message fort. L'Afrique a besoin de femmes, de jeunes audacieux, formés et engagés pour bâtir des systèmes plus justes et plus humains. Son histoire est une invitation à croire en ses rêves, à préserver malgré les obstacles et à mettre ses compétences au service des autres. Merci pour vos témoignages et on espère bien que vous puissiez aller de l'avant. Merci beaucoup. Alors, Parcours de femmes, c'était aussi, c'est là, la voix qui s'élève, des parcours qui donnent des espoirs et des femmes qui ouvrent la voie. À très bientôt pour un autre numéro.